Alors bonjour à toutes et à tous, chers maîtres, chers collègues, honorable assistance, bienvenue dans ce masterclass de biochimie intitulé Quand le signal précis rencontre le contexte pour éclairer la décision clinique. Apparemment le titre apparaît un petit peu philosophique. Ok. Apparemment le titre il est un peu philosophique, ne vous inquiétez pas, vous allez directement déduire juste après l'introduction. Alors, on va commencer. Alors en biochimie médicale, quelle que soit la technique utilisée pour doser un paramètre, par exemple si vous prenez la colorimétrie, la spectrophotométrie qu'on utilise en automate, l'immunoessai, la chromatographie, l'électrophorèse et la potentiométrie, et ça reste aussi tout ce qui est chimie qualitatif, la bandelette. Quelles que soient ces techniques, la finalité des choses c'est quoi? C'est d'avoir un signal. Donc on dit il y a une absorbance, il y a une fluorescence, il y a une absorbance dans la chromatographie qui sera transformée en surface sous la courbe. La même chose pour électrophorèse, soit c'est une densité, c'est on est sur une plaque, ou c'est une surface sous la courbe quand c'est électrophorèse capillaire. La potentiométrie, c'est la même chose, c'est différence de potentiel, et qualitatif, c'est l'œil. Vous voyez, et ce signal-là, en dehors de la chimie qualitative, pour le transformer en quantité, on est obligé de passer par la calibration. Donc tout est relié à ce signal. Mais la question majeure, je ne sais pas, est-ce que vous posez une question, cette question au laboratoire, qu'est-ce qui me garantit, ou là qu'est-ce qui nous garantit que le signal mesuré reflète d'une manière très fidèle, exclusive, le paramètre à doser? C'est ça la question majeure. Pourquoi? Parce qu'assurer une spécificité du paramètre, c'est le défi majeur au laboratoire. Parce que c'est ça qui va définir la justesse du dosage et la fiabilité du résultat. Parce que notre objectif dans le laboratoire, c'est quoi? C'est de prendre ce signal analytique et de le faire dialoguer avec le contexte qu'on appelle clinico-biologique. Pour faire quoi? Pour guider une décision médicale ou clinique éclairée. Donc, à travers ce signal qui sera transformé en quantité, on va prendre une décision. Donc, on va avoir une série de cas, et chaque cas, il a une particularité, et vous allez voir, est-ce que réellement, la plupart du temps, le signal émis par le paramètre, soi-disant le paramètre dosé, est-ce qu'il est 100% d'origine paramètre lui-même? Donc, on va voir 4 cas. Si on aura le temps, on pourra faire les 2 restants. Donc, chaque cas, on lui a donné un nom latin, et ce nom latin, on va voir sa définition à la fin du cas, qui est en relation avec le cas. Donc, pas la peine de prendre une photo. Les photos pour les diapos, on vous a donné tout dans le workbook. Donc, si vous voulez prendre note, il n'y a aucun problème, mais il y a tout ce qui est dans le diapo, vous le trouvez ici. Ça sera interactif. Donc, ça sera interactif entre nous. La communique, il y a des questions aussi, vous pouvez voter. Quand je vous donne des questions où il faut voter, il faut voter. On va commencer par le premier cas qu'on a appelé praxis. Ça concerne la créatinine. Comme vous savez tous, que le dosage de la créatinine actuellement est assuré par 2 techniques, à savoir la technique colorimétrique de Jaffe et la technique enzymatique. Il y a un problème avec. La technique enzymatique. Si on parle... Pardon. Hein? Comment? Ok. Si on parle sur les 2 techniques, donc on va toujours poser la question, il ne marche pas le pointeur, est-ce que les substances, il y a beaucoup de substances qui vont interférer avec la créatinine? Le pointeur, donc, dès qu'on parle sur la créatinine, donc la question majeure, c'est qu'à chaque fois on pose la question, il y a tellement de substances qui peuvent interférer, je peux maintenant? Attendez, qui vont interférer au dosage de la créatinine, à savoir des substances endogènes, c'est-à-dire qui existent déjà dans le plasma, ou des substances exogènes qu'on les appelle médicaments. Dans ce qui se suit, je vous montre une liste de substances endogènes qui existent dans le plasma et des médicaments qui peuvent interférer avec le dosage. Et ce que vous voyez à côté, négatif, positif, c'est le sens d'interférence. Parce que comme vous le savez, l'interférence, elle peut être négative comme elle peut être positive. C'est-à-dire soit c'est faussement diminué, soit c'est faussement augmenté. Et quand vous voyez plus ou moins, c'est tout dépend de la réaction.
Selon vous, j'ai besoin de vous maintenant. Selon votre expérience, ces substances-là interfèrent pour la méthode de Jaffe ou pour la méthode enzématique. J'aimerais bien que vous votez. Jaffe. Vous êtes tous d'accord, Jaffe? Ok. Marhaban. On va éclater la liste et on va éclater le tableau. Là, j'ai mis toutes les molécules qui peuvent interférer avec le dosage. Et là, ce que vous voyez, c'est les deux techniques. Sauf, j'ai pas mis, elle est où la technique Jaffe, elle est où la technique enzématique. J'ai mis point d'interrogation technique 1, technique 2. Vous voyez? Alors, on va voir les substances que je viens de vous montrer. Ils sont là. Qu'est-ce que vous remarquez? Dites-moi. Alors, est-ce que vous voyez qu'il y a une interférence pour une technique, il n'y a pas une interférence pour l'autre technique? Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a l'interférence pour les deux techniques. Vous voyez ici, si vous prenez exemple la lidocaïne, elle interfère pour la première technique et pour la deuxième technique. Vous voyez? Donc voter directement pour Jaffe, c'est faux. Vous voyez? C'est ça. Je parle par rapport aux interférences que je viens de vous montrer. Vous m'avez dit que c'est de l'acide picrique. C'est déjà fait. Maintenant, je vous montre que ces substances-là interfèrent pour les deux techniques, pour les deux principes. Maintenant, on va voir les autres molécules. Alors, ce que vous voyez comme un S, معناها non significatif, c'est-à-dire il n'y a pas d'interférence. Et ce que vous voyez comme point d'interrogation, c'est-à-dire c'est inconnu, on n'a pas établi. Alors, on va voir pour la technique 1, combien il y en a d'interférences en plus, et pour la technique 2, combien il y en a d'interférences. Et je vous demande de me dire, est-ce que la technique 1 c'est Jaffe ou enzymatique, et la technique 2, est-ce que c'est Jaffe ou enzymatique? Tel fait. Selon vous. Alors, qui vote pour la technique 1 enzymatique? Ok. Qui vote par la technique 1 Jaffe? L'inverse maintenant. Qui vote pour la technique 2 enzymatique? Et pour la technique 2 Jaffe? Voilà. Alors, je vous donne la réponse. La première technique, c'est la technique enzymatique. Et la deuxième, c'est la technique Jaffe. Et ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est ça. C'est que faites très attention, mes amis. Il n'existe pas une technique parfaite. Vous voyez, il y a toujours des interférences. Donc, connaître le profil des interférences, c'est très important pour l'interprétation. Là, il faut faire très attention. Certes que l'enzymatique, elle est meilleure, elle donne moins d'interférences. Il faut corriger. C'est pas il n'y a pas d'interférence. Il y a moins d'interférences par rapport au Jaffe. Vous voyez, et là, je l'ai écrit. Le dosage enzymatique présente moins d'interférences que la méthode Jaffe. Et quoi? Et elle offre en général une meilleure spécificité. Parce que je vous ai dit, c'est que si vous développez une technique de dosage, premier critère à développer, c'est la spécificité. Vous voyez? Donc, maintenant, est-ce que l'histoire se termine ici? Ça se termine pas ici. Si vous me dites, je vous dis combien de laboratoires utilisent la créatinine enzymatique? Il y a beaucoup. Par rapport au Jaffe. C'est pour ça que j'ai posé la question. Qu'est-ce qui justifie le maintien de la méthode Jaffe dans notre routine? Ok. Le coût. Donc, elle n'est pas standardisée. Ok. Si elle n'est pas standardisée, je ne dois pas l'utiliser. Elle est économique. Elle est robuste, opérationnelle. Et j'ai écrit même si les performances, elles sont très acceptables. Regardez les CV de vos contrôles, vous allez voir que c'est très acceptable. Vous voyez, en réalité, ce n'est pas du tout ça. Pour répondre à cette question, je dois vous montrer le principe. Ce que vous voyez ici, c'est la créatinine, dosée par la méthode enzymatique et dosée par la méthode Jaffe. La méthode enzymatique, je vais utiliser des enzymes, où je vais transformer ma créatinine en un dérivé,
Et ce dérivé il sera transformé via la glutamate déshydrogénase et je vais suivre la disparition du NADPHH+. Maintenant, l'enzymatique, c'est pas le problème. On va parler sur Jaffe. Pourquoi on maintient Jaffe? Alors, je viens de vous dire qu'il y a beaucoup d'interférences. Donc, si je dis interférence, c'est-à-dire ils vont imiter la réaction comme la créatinine. C'est ça. Donc, là, je vais voir là, le principe de la créatinine. La créatinine, elle va agir avec l'acide pécrique en milieu alcalin. Donc, pour avoir un dérivé ou un composé jaune-orangé, qui va absorber soit à 490, soit à 505. Tout dépend des filtres existants dans votre automate. Maintenant, si la créa agit avec l'acide pécrique, donc les interférences, c'est exactement la même chose. Donc, ils vont agir avec la créatinine. Ils vont former un composé coloré. Qu'on les appelle en biochimie, Jaffe+. Le composé Jaffe+. Maintenant, la question qu'il faut poser, est-ce que cette interaction entre l'interférent et l'acide pécrique, ça sera de la même manière, comme la créatinine? Ça sera jamais de la même manière. C'est pour cela, on fait plus la créatinine en point final, mais on fait en cinétique. Parce qu'en faisant en cinétique, qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'aurai certains composés qui vont agir rapidement avec l'acide pécrique, d'autres ça sera lentement, et je vais voir où la créatinine va agir seule. Et c'est pour ça, la première condition dans le dosage de la créatinine par l'acide pécrique, c'est de la faire en cinétique et plus en point final. Ça, c'est la première condition. Deuxième des choses, c'est qu'il faut séparer vos réactifs. Il faut travailler toujours en biréactif, R1 et R2. R1, ça sera la NaOH, et R2, ça sera l'acide pécrique. Alors, juste après l'injection de l'acide pécrique, là, on va commencer à faire notre cinétique. Là, dans le schéma, l'injection de l'acide pécrique, ça sera ici. Montée 0. Vous êtes avec moi? Oui. Ok. Dès que vous injectez votre R2, donc la créatine, elle va commencer à agir. Il faut jamais lire avant 20 secondes. Après l'injection de R2. Pourquoi? Parce que j'aurai la réaction du glucose et des corps cétoniques qui vont agir avec le glucose, avec l'acide pécrique, avec aussi la créatinine. Donc là, le signal, son origine, c'est la créatinine, le glucose et les corps cétoniques. Donc c'est une interférence. Donc avant 20 secondes, je ne fais pas de lecture. Après 20 secondes, je dois commencer ma lecture. Je ne dois pas attendre à 30 secondes, mais je dois commencer à 20 secondes. Pourquoi? Parce que juste après, de 20 secondes jusqu'à 60 secondes, c'est-à-dire l'intervalle de 40 secondes, après 40 secondes, j'aurai l'interaction des protéines. Donc, pour faire un meilleur dosage de la créatinine, vous êtes obligé de programmer votre dosage, c'est entre 20e seconde et 40e seconde. Et là, vous aurez votre signal propre à la créatinine uniquement. Vous voyez, avant, ça sera le glucose et le corps cétonique, et après, c'est les protéines. Et je crois, vous ne pouvez pas enlever du plasma, du glucose, des corps cétoniques et des protéines. Vous voyez? Donc, ce qui fait que, si vous voulez travailler, c'est que non seulement il faut travailler en cinétique, en biréactif, et le temps de lecture est très important. Il faut que la lecture soit entre 20 et 40 et 60 secondes. Est-ce que réellement on va s'arrêter ici? Si je fais la lecture, c'est bon? Non. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle la créatinine compensée, je crois. Vous connaissez la créatinine compensée? La créatinine compensée, c'est quoi? C'est une compensation de la DO, qu'on appelle DO corrigée, celle qu'on va faire entre 20 et 60, mais aussi appliquer ce qu'on appelle un modèle mathématique. Parce qu'il faut faire très attention. Quand on fait une lecture dans une technique, j'aurai un signal. Il y a un autre process qui est très important, ce qu'on appelle le traitement de signal. Prenez exemple, le glucose, vous faites une calibration linéaire. Ça, si vous faites CRP, vous êtes obligé de faire une turbidémétrie et ça sera logarithmique. C'est-à-dire, la calibration pour le glucose, le modèle linéaire, il y est, mais pour la CRP linéaire, il n'est pas correct. Je dois faire logarithmique. Donc, c'est le traitement de signal. Et c'est exactement la même chose dans la créatinine. Quand vous voyez un fournisseur et vous mis créatinine compensée, c'est qu'en réalité, il a mis une équation mathématique.
C'est une équation mathématique. Comment il l'a eu? Après plusieurs calibrations. Après plusieurs calibrations, j'aurai une calibration moyenne. Et cette calibration moyenne, il va comparer les autres calibrations. Et il va trouver une différence de 2 mg à 3 mg. Et la plupart des fournisseurs, dans leur logiciel, dans leurs automates, dès que vous dosez la créatinine, à la fin, le résultat final, il va soustraire soit 1 mg, soit 2 mg, soit 3 mg. Là, j'ai mis en milligrammes par décilitre, c'est 3 mg. Et cette calibration faite chez le fournisseur, sur le même automate, sur le même réactif. Donc, si vous travaillez avec créatinine compensée, c'est pas le fait de programmer dans un automate ouvert créatinine compensée, c'est que vous êtes en train de faire une compensation. C'est une modélisation mathématique. C'est-à-dire, vous allez corriger votre calibration. Et la plupart des fournisseurs, les grandes firmes, ils font une soustraction de 2 à 3 mg. Tout dépend de la calibration moyenne. Et c'est comme ça qu'on parle sur créatinine, Jaffe, cinétique compensée. Vous voyez? Maintenant, selon vous, est-ce que l'histoire, ça se termine ici? J'ai mis créa enzymatique, elle est bien. J'ai mis créa cinétique compensée, elle est bien. Je vous pose une autre question. Si je fais dans les meilleures conditions pour Jaffe, dans les meilleures conditions pour enzymatique, est-ce que le biais systématique entre les deux techniques, il sera moins? Est-ce que j'aurai moins de différence, si vous voulez? Normalement, oui. Normalement, non. Voilà. Si vous voulez diminuer le biais systématique, il faut standardiser. C'est exactement la même chose comme l'hémoglobine glyquée. Donc, si vous standardisez, maintenant, je dois calibrer l'enzymatique et Jaffe dans les mêmes conditions. Et c'est pour ça qu'on parle sur la standardisation IDMS. C'est quoi IDMS? C'est la spectro de masse dilution isotopique. C'est la technique de référence pour la détermination de la créatinine. Donc, qu'est-ce qui fait que le fournisseur va, si vous voulez faire, une correction de la valeur de calibrant par rapport à la méthode de référence. Et maintenant, actuellement, qu'est-ce qu'ils font les fournisseurs? Ils fabriquent leur calibrant à partir d'un matériel de référence. Oui, on connaît la créatinine, elle n'est pas dosée par enzymatique ou la par Jaffe, mais dosée par la technique de référence. Et là, faites très attention, ça concerne les deux. Ça sert à rien de travailler avec une technique enzymatique qui est parfaite, mais le calibrant, il n'est pas IDMS, parce que sa valeur, elle est fausse. Vous voyez? Donc faites très attention. Donc la standardisation, c'est pour les deux. Vous voyez? Et la créatinine Jaffe et enzymatique. Jaffe, il faut avoir les meilleures conditions pour avoir le meilleur signal, et l'enzymatique, c'est la même chose. Vous voyez? Et si vous travaillez dans ces conditions-là, vous pouvez calculer le débit de filtration glomérulaire, que ce soit par la méthode CKD-EPI, telle 2021, sans RAS, ou celle, la nouvelle européenne, ECAFC. Et là, vous pouvez utiliser, que ce soit enzymatique ou Jaffe, sauf que il faut dire que c'est compensé pour Jaffe et standardisé IDMS. Et je vous ai donné ici un commentaire où vous pouvez le mettre. Débit de filtration glomérulaire. On a rajouté E pour estimate, parce qu'il est estimé, calculé. Donc, j'ai mis CKD EPI 2021, sans RAS, Jaffe compensé, traçable à l'IDMS. Et comme ça, je réponds à tous mes critères et je sais que mon signal, il est spécifique. Allez-y, monsieur Sadler. Oui, vous avez cité tout à l'heure, 2 ou 3 slides avant, que c'est un problème mathématique. Donc, il s'agit d'une formule mathématique. Peut-on savoir quel type de formule? C'est une formule YAX. C'est-à-dire, dommage, j'ai pas un tableau blanc. Quand je fais tableau blanc, il est noir. Et vous voyez, ah, très bien. Ouais. Alors, le problème quand vous faites plusieurs calibrations, c'est quand il y a un biais. Donc, je suis pas obligé de passer par l'origine. Donc, si je passe pas par le zéro, donc j'aurai, si vous voulez, une sorte de correction. C'est cette correction, elle sera établie en fonction de plusieurs courbes de calibration. Et C moins B, je vais le rajouter. À chaque fois, si j'ai un résultat, je vais le rajouter. Mais, comment il a été établi? Il a été établi sur le même automate avec le même réactif. C'est-à-dire, si je fais un automate X, le fournisseur, il doit calibrer dans l'automate avec son calibrant IDMS et c'est plusieurs calibrations. Après, il déterminera le biais et il va l'enlever directement à partir du résultat. Mais si je prends son réactif, je vais l'adapter sur un autre automate, je ne peux pas le faire.
Parce que c'est pas les mêmes absorbances, c'est pas le même système analytique. C'est-à-dire, on parle d'une formule YF de X, YAX, et C'est ensuite on est c'est obligé YAX, plus B. YAX plus B. Plus B. Voilà. Donc, le B, il est corrélé tiré d'une standardisation, d'une courbe de standardisation. Et là, on est obligé d'avoir le calibrateur. Parce que là, vous nous faites revenir un petit peu la biologie avec laquelle on a débuté, si vous vous souvenez des systèmes RA1000, Oui. où on avait la possibilité d'établir ces formules mathématiques et on effectivement. s'amusait à Voilà, chaque fois à effectivement. déterminer le B. Et des fois, avec une soustraction dans le sens négatif. YAX moins B et pas plus Mais c'est B. ça, Voilà, c'est ça. c'est ça. Parce que c'est par rapport à l'interférence. Parce que cette compensation, elle est due à quoi? Elle est due aux interférences du glucose, corps cétonique et protéines. Parce que c'est tellement hétérogène, d'un échantillon à un autre, donc d'un calibrant à un autre. Donc un calibrant, il a une concentration déterminée en glucose, en protéines. Donc ce qui fait, c'est pour ça, c'est une calibration moyenne de plusieurs calibrations. Est-ce que je saute là du coq à l'âne? Est-ce que là on sait qu'on est dans le linéaire? Si on va vers la CRP par exemple, Ouais. là ça change. Ce n'est plus les mêmes règles. C'est le même principe, mais c'est Le problème, la turbidité, il y a deux problèmes. C'est que le réactif, je dépends de réactif 100%, parce que c'est la quantité d'anticorps à l'intérieur. Et le modèle mathématique fait. C'est-à-dire, parce que la turbidité, c'est pas proportionnel. Voilà. C'est-à-dire, le Donc, 50 elle et n'est 100, pas- j'aurais pas la même DO. voilà. C'est pour ça que j'utilise un modèle mathématique logarithmique. Parce que j'ai perdu la proportionnalité. Parce que si je dis dans une courbe de calibration, elle est linéaire. C'est-à-dire, la concentration X et la concentration 2 fois X, ça sera la DO. Pardon, la concentration X et la concentration 2 fois X, ça sera 2 fois DO. Et dans les nouveaux systèmes, il y a des protocoles qui vantent un petit peu les mérites de tel ou tel laboratoire. Ils vous disent que cette valeur, avec précision, elle a été calculée sur 30 fois. 30 dosages répétés. Mais c'est pas les dosages, c'est une delta X. Et c'est ça. X1, X2, X3 jusqu'à 30, c'est delta C'est la X1, différence. delta X2, voilà, c'est ça. Et comment peut-on respecter, comment ils font pour calculer si on est dans le respect total de ce que vous avez cité comme règle tout à l'heure, les 20 premières secondes, il faut jamais faire de dosage, et au-delà de 60 secondes. Comment ils ont déterminé Voilà, ça? On discutera. Je continue, après on discute. Ok, Merci. 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 Maintenant, il faut pas oublier, même si vous standardisez, même si vous faites une meilleure cinétique et tout, il faut jamais oublier que les interférences existent. Si quelqu'un il est sous médicament, vous pouvez regarder votre tableau, il y a le paracétamol, regardez, il interfère. Quelqu'un sous paracétamol, c'est pas le fait que j'ai une standardisation, il va pas interférer. Donc il va interférer, ça c'est la première des choses. Et deuxième des choses, standardiser, ça va pas ignorer tout ce qui est variabilité biologique, masse musculaire, régime alimentaire. Vous voyez? Donc on arrive à la fin de notre premier cas, qu'on a appelé praxis. Praxis en latin, c'est action et pratique. On vous a donné toutes les connaissances pour les pratiquer dans votre laboratoire, pour choisir un meilleur réactif et pour interpréter et valider un dosage de créatinine pour surtout le calcul du DFG, parce que c'est très important. Parce que créatinine sans DFG, ça sert à rien. S'il vous plaît, la chose la plus importante, là vous avez cité deux formules. Ok. CKD-EPI et EKFC. Justement, actuellement vous utilisez quoi à l'hôpital? Je suis CKD et puis Et pour les enfants? les enfants, je suis obligé de faire des Schwartz. Alors que le EKFC... Mais le KFC, vous pouvez arriver jusqu'à... Enfants et adultes. Oui. D'accord. Il n'y a pas Elle est une étude meilleure. comparative? Il y a des... ça sera validé. Ça sera à partir de 2026, ça sera appliqué le EKFC. Directement. Elle est meilleure, oui. Ok, merci. On va passer maintenant au deuxième cas. Le deuxième cas, on l'a appelé Cryptis. Je sais pas ce que j'aurai une session de questions après à la fin. Donc, je continue, après on posera toutes les questions. Ok. Alors, il s'agit d'une patiente R, âgée de 54 ans, non fumeuse, sans HTA ni diabète, dyslipidémie modérée, mais aucun antécédent cardiovasculaire. Diagnostiquée pour un cancer du sein au stade 2.
Alors, les oncologues décident de commencer la chimiothérapie séquentielle. On va commencer par les anthracyclines et on va continuer par des anticorps, la trastuzumab. Alors, les deux molécules, elles sont très cardiotoxiques. Vous voyez, normalement, vous avez eu déjà des cas comme ça dans votre laboratoire. Donc, on fait toujours un bilan préthérapeutique avant de commencer la chimiothérapie. La tension artérielle, elle est correcte, la fréquence cardiaque correcte, le CG normal, l'écho-cœur, c'est la même chose. Que ce soit la fraction d'éjection ou le strain, c'était normal. On a lancé les deux troponines, que ce soit troponine I, elle est revenue à 3 nanogrammes par litre, et voici le percentile, c'est inférieur à 16. Et la troponine T est revenue à 5, et le percentile, c'est inférieur à 9. Alors, juste après, deuxième phase, 2 mois après l'instauration de l'anthracycline, on évalue la thérapeutique. Donc, on refait les marqueurs cardiaques, on lance la troponine I, on la trouve à 27 nanogrammes par litre, regardez par rapport au percentile. On lance aussi la troponine T, je trouve 13 nanogrammes par litre, et regardez par rapport au percentile. Est-ce que c'est élevé ou non? Donc c'est élevé. L'oncologue il continue, il refait l'écho-cœur, il trouve toujours stable. Aucun symptôme, il lance un bilan biochimique, tout ce qui est CPK et tout, c'est revenu normal. Alors il vous pose la question, l'oncologue il vous dit, il y a une discordance clinico-biologique. C'est que la patiente elle présente aucun symptôme, mais il y a une élévation de la troponine. Donc il vous demande de le contextualiser. Vous voyez? Donc il faut communiquer avec le médecin pour lui dire quelle est la cause de l'élévation de troponine. Oui ou non? Et vous voyez que c'est l'élévation des deux troponines, la I et la T. Vous voyez? Donc avant de parler avec le clinicien, qu'est-ce que vous allez faire dans votre laboratoire? On va voir les questions et vous me dites. Est-ce que vous allez vérifier l'étape préanalytique? J'ai mis délai, hémolyse, transport, conservation. Ok. Donc vrai. Très bien. Est-ce que vous allez répéter le dosage? Répéter le dosage, ça signifie pas bien exact. Faites très attention. Parce que répétabilité, mais peut-être l'exactitude, j'en ai l'air. Oui ou non? Et c'est ça. Donc faites très attention. Maintenant, est-ce que vous allez contrôler le résultat avec un second lot? Voilà, je vais le En plus, vous l'avez lancé avec troponine T et troponine I. Les deux, il y a une élévation. Pourquoi je vais refaire sur un autre lot? Si j'ai une discordance entre la T et la I, là peut-être je vais penser, peut-être c'est la I, peut-être c'est la T. Mais si les deux, ils ont une élévation, vous allez refaire. Ça ne sert à rien. Oui ou non? J'ai rajouté aussi. Vous allez changer de technique aux plateformes. Il ne faut jamais la changer parce que vous avez fait déjà 2 fois. Troponine I, T. Maintenant, si vous avez troponine I seul, là je suis d'accord avec vous de changer de plateforme. Vous voyez, mais là j'ai les deux. Vous voyez? Est-ce que vous allez dire directement au clinicien qu'il y a une cardiotoxicité? C'est pas à nous de le dire. Hein? Ok. L'oncologue, il vous dit il y a une discordance clinico-biologique, je vais suivre la clinique. Donc parce que juste après les 2 mois des anthracyclines, il va commencer l'anticorps. Vous voyez? Et l'anticorps, il est plus toxique. Il est plus cardiotoxique. Donc, il commence la thérapeutique d'anticorps et il fait une évaluation 3 mois après. 2 mois plus 3 mois, 5 mois. Il trouvera une troponine I à 29. Elle était à 27 ou là de 29. La troponine T est revenue à 10. La même chose, l'écho-cœur, vous voyez, c'est stable. Il a commencé même à lancer la BNP pour voir est-ce qu'il y a une insuffisance cardiaque. Vous voyez, parce que le risque après IDM, c'est l'insuffisance cardiaque. Il trouve toujours cette discordance clinico-biologique. Élévation de troponine et la clinique, il n'y a rien. Il continue, il pousse. Il est dehors 7 mois, c'est-à-dire 2 mois après. Il relance troponine I, troponine T. Il trouvera 31 et trouvera 12. Oui ou non? Sachant que signe écho-cœur et BNP, tout à fait normal. Il poussera plus. Il est de 2 mois. Il relancera aussi. Troponine I, il trouvera 30. Troponine T, il trouvera 11. Sur le côté clinique, tout est normal. Vous voyez, il vient chez vous, le clinicien, il vous pose ces 2 questions.
Alors, là, j'ai écrit ici, troponine élevée de façon persistante. Vous voyez, je vais vous montrer sur le schéma. À partir de 2 mois, on a eu élévation, oui ou non? Ce que vous voyez ici, c'est le seuil percentile pour la troponine T en bleu et la troponine I en rouge. Donc, j'ai une élévation et persistance de l'élévation que pour la troponine T et pour la troponine I. D'accord? Oui ou non? Donc, il vient le clinicien et vous pose les 2 questions. Est-ce que je dois arrêter la chimiothérapie parce qu'il y a un risque de cardiotoxicité, ou est-ce que réellement c'est une cardiotoxicité? S'il vous pose la question, comme est-ce que je dois arrêter suite à ces chiffres? Parce qu'on doit trouver une justification à cette élévation. Et notre décision, elle est importante. Ok, معليش نقرب لكم شوية. Regardez, c'est comme si avant le 2 mois, c'était là, le seuil, c'était inférieur à 10, inférieur à 20. Juste après la thérapeutique, il y a eu augmentation du seuil. Oui ou non? Donc il y a eu une augmentation. Est-ce que vous voyez, il n'y a pas sur une sorte de plateau? Oui ou non? Il y a eu un déplacement du seuil. Oui ou non? Parce que troponine, on fait une cinétique. Parce que je dois savoir, est-ce qu'il y a une élévation? Donc s'il y a si vous voulez, une certaine stabilité, je dois chercher c'est quoi cette stabilité. Alors, c'est quoi cette stabilité? Alors, la durée de vie des troponines, elle est à 120 minutes. Quand il y aura un phénomène, je vais vous dire c'est quoi le phénomène, il y aura ce qu'on appelle une augmentation de la durée de vie de la troponine. Comment il y aura augmentation? C'est-à-dire il y aura un allongement. C'est-à-dire au lieu d'éliminer la troponine en 120 minutes, ça sera des jours et des mois. Parce que l'élimination, elle se fait par voie rénale. D'ailleurs, quand on fait une troponine, la fonction rénale, très important de la vérifier. Parce que s'il y a une élévation de la fonction rénale, vous ne pouvez pas interpréter la troponine directement. Il faut faire une cinétique. Parce qu'il y a un défaut d'élimination. Là, c'est la même chose. C'est que chez cette malade-là, il y a eu défaut d'élimination. Donc, ce qui fait que, au lieu d'éliminer la troponine en 120 minutes, la troponine persiste dans la circulation sanguine. Ce qui fait que, non seulement je vais doser la troponine d'aujourd'hui, mais t'as hier, t'as avant-hier, t'as le mois passé et tout. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une formation, ce qu'on appelle d'une macrotroponine. La macrotroponine, c'est une association entre les IgG et les IgA avec la troponine. Vous voyez? Et quand il y a une macroforme, il faut supposer 2 choses. C'est pas uniquement la formation du complexe antigène-anticorps, troponine et l'anticorps spécifique, mais aussi défaut d'élimination. Donc j'aurai augmentation par défaut d'élimination, et la deuxième augmentation, ça sera dans le dosage, dans le signal. Et c'est ça, il y aura une exagération de côté. Persistance de la troponine dans la circulation sanguine, et quand je dose, j'ai une macromolécule qui va interférer dans le dosage. Et d'ailleurs, j'aurai une augmentation de troponine. Et là, je vous ai montré sur le schéma, ça c'est un dosage normal, anticorps immobilisé, avec troponine E, et l'anticorps conjugué, il va me donner le signal. Alors, quand il y a présence de macrotroponine, cette macrotroponine, elle va me donner un signal très important. Donc, j'aurai une troponine faussement augmentée. Et ce que vous voyez au milieu, c'est ce qu'on appelle les auto-anticorps, ou les anticorps hétérophiles. Les anticorps hétérophiles, c'est quoi? C'est des anticorps à spécificité très large. Donc, ils peuvent agir contre la troponine, contre d'autres molécules. Et l'origine de ces anticorps antitroponine, il y a plusieurs origines. Peut-être une infection virale, peut-être une infection bactérienne, peut-être une cardiopathie ancienne. Vous voyez, donc j'aurai une petite élimination de troponine où mon système immunitaire va la reconnaître comme un antigène exogène, il va fabriquer des anticorps. Et donc à chaque fois, il faut faire très attention, c'est que cette macrotroponine, elle est très 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 fréquente. Vous voyez. Maintenant, je sais que dès qu'on parle sur une macroforme, directement on parle sur le PEG, polyéthylène-glycol. On fait une précipitation. Là, il faut tirer au clair cette histoire de précipitation. Certes que le polyéthylène-glycol, il va travailler comme une éponge. Donc, il va prendre tout ce qui est l'eau, il va précipiter les macromolécules. Ça, c'est juste. Et les macroformes, là, je vous ai donné toutes les macroformes. Il n'y a pas uniquement la troponine, il y a la prolactine, vous la connaissez sûr.
la TSH, mais il y a aussi la cobalamine. La vitamine B12, on a aussi des macrocobalamines. Donc, quand vous faites le PEG, faites très attention. Il y a des contre-indications qu'il faut tenir compte. Alors, quand vous faites une précipitation et vous ne trouvez pas le même résultat, on n'a pas le droit de comparer le résultat après précipitation de PEG avec les valeurs de référence normales. Parce que je ne sais pas combien j'ai précipité. Est-ce que c'est la totalité? Est-ce que c'est une quantité faible? Est-ce que c'est une quantité importante? Donc je ne peux pas le faire. Donc c'est pour ça ce qu'on reproche à ce test, c'est qu'il n'y a pas des valeurs de référence post-PEG. Ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que quand vous mettez dans vos comptes rendus le pourcentage de récupération, il ne signifie rien. Vous récupérez à 40%, et les 60%, en plus il n'y a pas de seuil. Vous dites je récupère, donc ça ne sert à rien de le faire. Troisième des choses, c'est que quand il y a une augmentation de la troponine, si vous voulez, en grande quantité, où il y a formation de macrotroponine, vous allez avoir aussi une grande quantité de troponine. Alors, quand vous allez faire la précipitation du PEG, par coïncidence, vous allez même précipiter la forme libre. Vous voyez? Donc, ça sera sous-estimation aussi. Vous voyez? Et le pire, c'est quoi? C'est pas tous les immunoassays, les techniques de troponine, ils tolèrent le PEG. Faites très très attention. Il y a plein de tests, vous ne pouvez pas travailler avec du PEG. Vous voyez, parce que vous aurez un signal très bas, vous allez dire inférieur à la limite de détection, alors que c'était le problème, le PEG. Vous voyez. Et ce que j'ai rajouté aussi, c'est que le PEG, il détectera jamais une macroforme à base de IgA. C'est-à-dire, quand vous trouvez que votre PEG, il ne détecte pas, ne paniquez pas, ne dites pas qu'il n'y a pas macroforme. Il y a toujours une macroforme. La technique de référence, je l'ai mise à la fin, c'est la chromatographie d'exclusion. C'est la meilleure technique où vous pouvez dire réellement est-ce qu'il y a une macroforme. Vous voyez. Voilà, j'ai terminé avec le deuxième cas, qu'on appelle crypsispore caché. C'est un piège analytique caché, en réalité. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut chercher, il faut recontrôler, y réfléchir, préciser l'origine du signal, tester les interférences, identifier les macromolécules et sécuriser votre interprétation. Docteur Ali, pardon. Oui, je sais. Ce qui est étonnant, c'est qu'à partir de 2 mois, il y a une augmentation de la troponine jusqu'à 27 et vous avez attendu 9 mois. Pour donner cette je vous ai donné conclusion, alors c'est une urgence. C'est pas question d'une urgence, non, parce qu'on n'a pas trouvé de réponse. Tout à fait. 2 mois, mais 5e mois. Mais qu'est-ce qu'il a laissé le médecin à attendre le 9 mois? C'est-à-dire, pour lui, la discordance a continué. Mais quand on arrive en certes, parce qu'après 9 mois, je vais continuer uniquement avec l'anticorps, et la cardiotoxicité peut augmenter. Et d'ailleurs, quel est le but de faire la troponine? C'est d'avoir l'origine de la cardiotoxicité. Si c'est le traitement, je dois arrêter. Vous voyez? C'est-à-dire, j'ai attendu pourquoi beaucoup? Parce que j'ai pas trouvé la révélation au début. Si vous permettez, c'est là, pour moi, cet exemple, excellent d'ailleurs, montre que 2 choses pour moi. À mon avis, le premier, c'est que le biologiste fait bien son boulot parce que il nous rend à chaque fois à des intervalles bien déterminés un seuil qui se déplace en horizontal. De 2, dans la médecine, il faut jamais traiter une valeur. On ne traite pas un chiffre. C'est un contexte. Donc, n'importe quel signal, n'importe quelle valeur qu'il faudrait qu'on a entre les mains, il faut la contextualiser. C'est-à-dire, le cardiologue était rassuré parce que il a la clinique et surtout pas d'élévation. Donc, une stabilité dans l'erreur, si vous voulez. Donc, il y a un déplacement du seuil décisionnel pour prendre une décision. Merci. Merci. On passe maintenant au 3e cas. On l'a nommé stabilitas. Normalement, vous déduisez c'est quoi stabilitas. Alors, historiquement, et normalement, Dr Saad Lodi va confirmer, et nos anciens, même professeur Zenati, que le laboratoire, on utilisait beaucoup le tube sec à l'époque. Maintenant, c'est plus le tube sec. C'est le tube hépariné. Le tube hépariné, il va nous permettre un gain de temps, une diminution de risque de fibrine, une meilleure homogénéité. Maintenant, la question majeure posée, est-ce que le passage au tube hépariné,
il va me permettre aussi toujours une meilleure stabilité. C'est mon paramètre, oui ou non? Sachant que la stabilité, elle dépend de 3 facteurs très importants, à savoir la température, la lumière, mais aussi le temps. J'ai laissé le temps à la fin, pourquoi? Parce que le temps, il est divisé. C'est quoi le temps? C'est le prélèvement jusqu'à l'analyse. Alors, du prélèvement jusqu'à l'analyse, le temps, il faut le séparer en 2. Ça sera le premier délai avant la centrifugation, c'est-à-dire du prélèvement jusqu'à la centrifugation, et le deuxième de la centrifugation jusqu'à l'analyse. Parce qu'entre la centrifugation, l'entourage du paramètre à doser change. Avant la centrifugation, c'est du sang total. Après la centrifugation, j'ai que le plasma. Vous voyez? Donc il faut toujours faire les études de stabilité, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire avant et après la centrifugation. C'est pour ça ce qu'on vient de vous donner comme tapis de souris, vous allez l'utiliser dans votre laboratoire, c'est un tableau de stabilité. J'ai fait les paramètres de routine, je fais une analyse complète sur type d'anticoagulant, parce que la stabilité dépend de l'anticoagulant, faites très attention, et j'ai mis pour chaque paramètre la température ambiante 25, 22, mais si je transporte flété, c'est 37. C'est pas du tout la même chose. J'ai mis avant centrifugation à température ambiante et à plus 4, et la même chose après centrifugation à plus 4 et à température ambiante. Et j'ai mis ici la centrifugation, la vitesse et nombre de minutes préconisées. La même chose pour l'hémoglobine glyquée et pour les urines. Je vous demande de prendre la fiche et on va faire quelque chose de pratique. Tout le monde sait que le glucose, la glycolyse consomme du glucose. Oui ou non? Donc le dosage, on doit le faire très rapidement. Parce que chaque heure, ma glycolyse consomme 5 à 7% de glucose. Donc il faut séparer le plasma dans un délai très bref et l'analyser rapidement. Ça, c'est juste. Et vous pouvez le voir sur votre fiche où j'ai mis ce que vous voyez comme négatif, c'est-à-dire c'est instable. Ce que vous voyez comme positif, c'est stable. Donc vous voyez que le glucose, il est instable à son total, même à plus 4. Après centrifugation, il est stable uniquement au frais. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est une enzyme qui est très importante. Et elle prend de l'ampleur maintenant, je sais pas, après le Covid, je crois, la demande de LDH Z. Oui ou non? Et actuellement, la LDH, elle sera classée comme un marqueur tumoral. Faites très attention. Donc là, lactate déshydrogénase, regardez, je vous demande de regarder la stabilité de la lactate déshydrogénase. Et qu'est-ce que vous remarquez? Je vous guide. Là, c'est avant centrifugation, là, après centrifugation. Est-ce que vous voyez que la centrifugation va influencer? C'est-à-dire, vous voyez que je centrifuge ou non, elle est instable. Oui ou non? C'est ça. Parce que le moment AD, c'est la centrifugation. Elle est très instable. En réalité, pourquoi elle est instable? On va voir pourquoi. Ce que vous voyez ici, c'est une étude qui compare le dosage de la LDH par technique IFCC, c'est-à-dire lactate pyruvate, sur 110 échantillons. Tube sec, c'est avec gel séparateur, et sur tube épariné. Regardez la courbe de Bland et Altman, regardez la différence entre la LDH au niveau sérique et plasmatique. Il y a une différence de jusqu'à 150 unités. Vous voyez? Et regardez l'histogramme. Le LDH sérique, regardez leur taux, il est à combien? Et regardez la LDH plasmatique. Les 110, hein? Vous voyez? Pourquoi, dans le plasma, j'ai une grande quantité de LDH? Plus que le sérique. Alors, l'étude, ils l'ont estimé à presque 22%. Ça, c'est quand le LDH est normal. S'il y a une pathologie où il y a élévation de LDH, le taux peut arriver jusqu'à 100%. Pourquoi? C'est à cause des plaquettes. On oublie les plaquettes. Oui ou non? Les plaquettes sont totales ou le plasma, il y a toujours des plaquettes. Eh bien, les plaquettes, ils sont source de LDH. Cours de transport, si le transport il n'est pas bien fait,
Et le froid va provoquer l'activation des plaquettes. Et l'activation des plaquettes et la lisse des plaquettes va provoquer ce qu'on appelle libération de LDH. L'LDH à l'intérieur des plaquettes est 10 fois plus que dans le plasma. Vous voyez? Donc ce qui fait, c'est que faites très attention. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que la plupart des fournisseurs, ils nous donnent un intervalle de référence. Mais l'intervalle de référence, c'est un faux intervalle de référence. C'est un intervalle de référence élargi. Fait les valeurs de sérum ou les valeurs de plasma. Ce qui fait, c'est que vous aurez un intervalle très élargi, alors que vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Parce que je vais revenir le schéma. C'était blanc, c'est rond. C'était gris foncé, c'est le plasma. Regardez maintenant le gris clair. Le gris clair, c'est les échantillons où j'ai trouvé le même résultat. C'est-à-dire, j'ai une élévation. Ça, c'est une élévation, elle est imprévisible. C'est pas tout le temps une élévation qui est systématique. D'ailleurs, nous avons 150 unités ou 50 unités. Vous voyez, elle est imprévisible. Peut-être je trouve pas. Et ce qui fait que je peux pas élargir l'intervalle de référence. Soit j'aurai intervalle de référence spécial héparine, soit j'aurai des intervalles de référence spécial sérum avec gel séparateur. Parce que si vous ne faites pas avec gel séparateur, si vous cassez le caillou, vous allez hémolyser les globules rouges. Et on tombera dans la même situation. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai mis certaines précautions. Parce que faites très attention. Si vous allez prendre les tumeurs, si vous voulez, hématologiques, les 200, avec plasma ou le 400, en réalité, c'est 2 fois plus. Vous voyez? Donc faites très attention. Donc soit vous allez faire avec un gel séparateur, soit il faut séparer rapidement le plasma sur un second tube, soit vous allez l'analyser comme la glycémie. C'est-à-dire, il n'y a pas que la glycémie. Il faut faire très rapide. Mais aussi, il faut être très exigeant dans le transport. C'est-à-dire, si vous recevez un prélèvement, vous ne savez même pas à quelle heure il a été fait et comment ils l'ont transporté, n'attendez pas que vous allez trouver une LDH normale. Vous voyez? Donc, faites très attention. Et je finis le thème stabilitas par rapport à la stabilité. Donc, j'ai écrit stabilité, fermeté, constante. C'est quoi? C'est la capacité d'un analyte à conserver une concentration fiable. Parce que là, je l'ai écrit, les délais de stabilité ne sont jamais arbitraires. Ils doivent être déterminés. C'est très important, surtout pour les labos qui reçoivent des prélèvements externes, où je ne fais pas le prélèvement chez moi. Vous voyez, c'est très important de déterminer. D'où l'intérêt de vous donner ce tableau, pour l'utiliser dans votre vie quotidienne. Alors, je continue, il me reste 10 minutes, je termine le quatrième. Le quatrième, je vais inverser. Je vais vous donner la définition du mot, et après vous me dites qu'est-ce que vous pensez. Alors, le mot, ça s'appelle césurus. Mouch معناه؟ معناه bruissement discret. زيدوا شوية نقرب لكم شوية. Un bruit doux. Un chuchotement. Qu'est-ce qui vous donne comme indice dans notre laboratoire? Bruit de fond. Oui, c'est le bruit de fond qui est très important. Donc j'ai parlé sur le signal qui vient du paramètre, maintenant je vais parler du signal qui ne vient pas du paramètre. Mais il va influencer le dosage du paramètre. C'est ce qu'on appelle le bruit de fond. C'est quoi le bruit de fond? C'est une variation aléatoire du signal en absence de l'analyte. Vous voyez, il va me permettre quoi? Il va me permettre de voir l'intégrité du réactif. Vous mettez du réactif et vous mesurez de la DO, oui ou non? S'il y a une DO, maintenant il y a le paramètre. Et il va aussi me renseigner sur l'intégrité de l'analyseur. Moi, je pipe un échantillon et je le mélange avec un réactif. Je le mélange dans un milieu réactionnel, dans une cuvette. Cette cuvette fait un agitateur, incubation. Après, je fais la lecture. Je fais la lecture avec quoi? Avec un détecteur. Détecteur, c'est quoi? C'est une lampe. Tout ça, c'est un signe d'instabilité. Donc, pour voir l'intégrité de mon process analytique, c'est pas de regarder la calibration. Avant de regarder la calibration, il faut regarder ce bruit de fond. Et là, j'ai mis des cas de figure. Si je prends mon bruit de fond en chimie clinique, ça sera quoi? Voilà, ça sera le blanc. Et là, dans le blanc, j'ai deux types de blanc. J'ai pas rajouté un troisième blanc, mais ce qui est important maintenant, le blanc cuvette, vous l'avez le blanc water.
Celui où, quand on allume un automate, il mettra de l'eau dans une cuvette, après il mesure les DO, pour me dire est-ce que mes cuvettes sont clean. C'est l'intégrité de mon milieu réactionnel, où je vais faire la réaction. Mais j'ai aussi le blanc réactif. Le blanc réactif, il va me renseigner sur le réactif et l'automate. Vous voyez? Pourquoi? Parce que si vous faites un suivi du blanc, il va vous dire est-ce que votre réactif est stable. Si vous mettez l'ion, le blanc réactif, il est à 0,0. Demain, il sera à 0,0. Avec un échantillon qui ne contient pas le paramètre, il varie. Avec le paramètre, ça sera comment? Oui ou non? Donc, actuellement, le blanc réactif, il fait partie de l'assurance qualité. Et regardez tous les protocoles. Quand on développe une technique, on parle de la limite de détection, limite de sensibilité, sont tous calculés à partir du limite du blanc. Si j'ai pas la limite du blanc, je peux pas faire. C'est pour ça que j'ai mis la limite, c'est la plus importante. Deuxième des choses, la gestion des interférences. On a eu une fois un problème au laboratoire, on a reçu une bandelette urinaire, on trempe la bandelette urinaire dans de l'eau distillée, elle me donne corps cétonique positif. Vous travaillez avec? Non. Pourquoi? C'est comme si un blanc. Vous voyez, la même chose. Vous lancez un tube sec, vous mettez dans un automate, un tube qui contient de l'eau distillée. Vous lancez tous les paramètres, il vous donne cholestérol 0,20. Vous trouvez ça normal? Vous voyez? Et c'est un moyen de comparaison de plateforme. Parce que la technique qui me donne un DO très bas, c'est que la technique, elle sera plus sensible. Mais si j'ai des DO très élevés en blanc, j'aurai des techniques moins sensibles. Vous voyez? Et quand vous faites le suivi, il ne faut pas le faire à l'ANE. J'ai fait donc si vous voulez une procédure, regardez les blancs et dites-moi est-ce qu'ils sont stables ou non. Selon vous. Stable. Par contre, je calcule le CV, je le trouve à 12%. Donc, si vous voulez suivre votre historique de blanc, il faut calculer le CV. C'est comme un contrôle, en réalité. À chaque calibration, vous faites un blanc. C'est un contrôle à concentration zéro. C'est exactement la même chose. Vous êtes en train de faire un contrôle qualité interne. Vous voyez? Et c'est exactement la même chose en immuno-essai. J'ai gardé la même technique. Le blanc, vous demandez il est où? C'est l'ajusteur. Quand vous voyez la calibration, ce qu'on appelle c'est un ajustement en immuno-essai. La plupart du temps, l'ajusteur le plus bas, c'est du 0. Oui ou non? C'est la même chose pour hémoglobine glyquée. Le bruit de fond, le blanc, c'est la ligne de base du chromatographe. Vous avez votre chromatographe, vous avez une ligne de base. La ligne de base, c'est quoi? C'est les l'ion 1. Il passe seul, sans l'échantillon. Donc si j'ai une déviation de la ligne de base, c'est que j'ai un problème, soit dans la colonne, soit dans le détecteur. Vous voyez? Et c'est exactement la même chose pour l'ionogramme. Vous utilisez les petites automates de ionogramme. Je ne sais pas ce que vous avez remarqué. Juste après la fin de l'échantillon, il vous fait cal 1. Il va repasser le standard A pour vérifier la stabilité du courant électrique, qui est mon bruit de fond. Vous voyez? Donc c'est très très important de suivre votre blanc, parce que c'est le point de départ. Et évidemment, c'est vraiment important ce que vous dites, et vous nous rappelez un petit peu la bonne misère اللي قرينا فيها احنا. Bon, الشر يا ربي. On faisait ça quand on a fait notre biologie il y a 30 ans. Je me pose la question, maintenant quand tout est bien fait dans des réactifs, des automates bien faits et tout, est-ce que le biologiste a la possibilité de faire ce qu'on appelle calculer la déviation réactive, le blanc Okay. Est-ce qu'on n'est pas endormi dans cette technologie? C'est sûr, mais je vous donne un exemple. C'est-à-dire, je fais des hauts, des blancs, tous les paramètres. Maintenant, si je trouve que parmi les paramètres, je trouve un où le CV du blanc, il est important. Les autres, non. Je sais que c'est pas mon automate, c'est le réactif. Là où le réactif, je peux élaborer une stratégie où je dois le contrôler d'une autre manière. C'est-à-dire, mon contrôle interne, il n'est pas efficace. Peut-être la fréquence. Je le fais le matin, demain le matin. Je dois le faire juste avant de terminer.
Vous voyez? C'est-à-dire que le biologiste, quel que soit X, quel que soit l'appareil, doit rester vraiment vigilant. Et on aurait souhaité un mot de notre cher maître, professeur Znati, hein, parce que c'est eux qui nous ont enseigné la base de cette biologie. Parce qu'on laissera les questions. Là, c'est un résultat, un analyte biochimique. Qu'en est-il quand on parle des plaquettes, par exemple, hein, ou un phénomène tout autre qui est... Ce qui est encore beaucoup plus Je grave, continue et on termine. Ok. Ok. tellement passionnant qu'on vous accorde. Avec plaisir. De mon côté, allez-y. Allez-y. Alors le message clé, c'est qu'un blanc réactif stable et un bruit de fond faible sont essentiels pour la fiabilité des résultats. Parce que toute dérive doit déclencher une vérification immédiate. Soit c'est le réactif, soit c'est le milieu réactionnel, soit c'est l'automate. Vous voyez? Alors j'arrive à ma conclusion. Il y a d'autres cas. J'ai pas eu beaucoup de temps pour terminer, معليش. Alors, au-delà de la mesure analytique, notre rôle est de comprendre la fiabilité du signal, d'identifier ses limites et d'intégrer le contexte biologique. Maintenant, s'il me permet de terminer les deux cas cliniques, je termine. Alors, c'est cette démarche qui transforme, pardon, monsieur Sadler, qui transforme un chiffre en un résultat interprétable et qui éclaire véritablement la décision clinique. Maintenant, si vous voulez que je continue, il me dit. Oui, vas-y. Ok. Vous êtes d'accord normalement. C'est tellement passionnant. Ok. Ah oui, voilà. Ok, on va vers vite. Alors, on va parler maintenant d'un cas qui s'appelle Crosis. Alors, Crosis, tout le monde sait maintenant, on vient de parler, que la définition de l'IDM, c'est important de faire la troponine. Oui ou non? Alors, c'est très important ce cas clinique pour la réactovigilance. Alors, il faut me suivre, s'il vous plaît. Alors, et actuellement, on a un très grand problème, c'est qu'on a beaucoup de troponines faussement élevées. Vous voyez, comme certaines macrotroponines. Vous voyez. Et de plus en plus, on les retrouve, et ces taux faussement élevés sont très aléatoires, non reproductibles, et très difficiles à les détecter. Vous voyez. Alors, on va prendre un cas, un laboratoire. Ils ont reçu une troponine chez un patient, il a eu un IDM fatal. Et sa troponine est revenue à 2 100 000 nanogrammes par litre. À chaque fois, il faut déterminer, à chaque fois je dis, quand on fait un paramètre de cinétique, il faut déterminer le chiffre, parce qu'après quand je fais une cinétique, je dois savoir est-ce que ça diminue ou non. Alors, je vous ai donné le seuil percentile, c'est inférieur à 25 nanogrammes par litre. Alors, le problème qui s'est posé, c'est que le biologiste, il a remarqué, après le passage de ce prélèvement, il a eu beaucoup de patients, et ils sont très positifs. C'est-à-dire, c'est quoi positif? Parce qu'il y a le seuil de référence à 25, mais il y a ce qu'on appelle le seuil décisionnel à 40. Quand ça dépasse 40, c'est un IDM. Vous voyez? Donc, ce qu'il a remarqué, le biologiste, c'est qu'il a eu beaucoup, après le passage de ce patient, il a eu beaucoup de troponines positives. Il s'est posé la question, pourquoi? Alors, il a fait une expérience. C'est quoi cette expérience? On va voir ensemble. C'est qu'il a pris un pool négatif. Sa concentration, elle est à 0,026. Il l'a fait passer 3 fois. Elle est là. Ce qui est en bleu, ce que vous voyez en bleu, et en vert. Alors, juste après le passage, il a fait passer une troponine à 8084 nanogrammes par litre. Parce que quand vous faites la transformation, vous allez trouver 884 000. Vous voyez? Il a lancé 3 fois. Et juste après, il a commencé à lancer les poules négatives. Regardez le pool négatif où il était, juste après le passage, il est revenu à là.
Il était à 0,026, il m'a donné à 0,140. Il a continué à le faire. Vous voyez, ça diminue. Oui ou non? Il a toujours lancé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le réactif, il l'a mis au réfrigérateur. Le lendemain, il a relancé les troponines avec poule négative. Regardez mes poules négatives où ils sont revenus. Je clôture? Ok. Les organisateurs, elles clôture. Professeur Ali, peut-être on vous accorde 5 minutes, allez-y, 5 minutes. Très bien. Alors, je termine le cas, c'est bon. Alors, il refait le même test. Comment il va le refaire? Il va le refaire avec notre fameux 2 millions. Il est là, le pôle négatif, pôle négatif, pôle négatif. Il lance le 2 millions. Juste après le 2 millions, il lance le pôle négatif. Regardez, il est revenu à combien? 140. La même chose. Il le lance, il le lance, il le lance, il le lance, il le lance. Ça diminue parce que ça revient toujours, jamais à 0,026. Il laisse le réactif réfrigérateur, il le lance le lendemain. Regardez où nous l'a le pôle. La cartel 0,22. Voyez. Il contacte le fournisseur, parce que c'est un problème. C'est ce qu'on appelle la réactovigilance. Les fournisseurs, ils ont pris la requête, ils ont fait le test chez eux. Mais ça, ils les ont fait, c'est pas sur un seul automate, ils l'ont fait sur 3 types d'automates. Le premier automate, ce qui est en bleu, il est purement immunoanalyse. Le deuxième qui est en rouge, c'est un automate, si vous voulez, modulaire, fait module hormone, module biochimie. Et le troisième, module hormone, module biochimie, mais avec une grande capacité. Alors regardez le pôle négatif pour chacun des trois, rouge, vert et bleu, pour chaque automate. Après là, ils ont relancé un pôle positif. Il est à 175 000 nanogrammes par litre. Et regardez le seuil, comment il s'est déplacé. Après le passage à chaque fois je relance le pathologique le plus élevé, j'ai déplacement du seuil négatif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit qu'il y a une contamination quelque part. Ils ont arrêté la fabrication. Après 3 ans, ils ont refait une nouvelle génération de troponine. Réactif jdid. La même chose. On refait le test avec le réactif jdid. Ce que vous voyez en bleu, c'est l'ancien réactif. Ce que vous voyez en rouge, c'est la nouvelle génération, si vous voulez, du réactif. Je lance 1 million, la même chose. Est-ce que je trouve la même chose? Oui ou non? Voilà. Maintenant, je vous demande de me dire, il est où le problème? La source de contamination. Est-ce que c'est le pipeteur d'échantillon? Oui ou non? Vous dites oui. Ok, quel est le non? Le pack de réactifs? Non. Cuvette réactionnelle? Vrai et faux? Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Alors, pour savoir, il faut savoir la conception de votre automate. Ça, c'est obligatoire. Si vous voulez maîtriser les contaminations, ce qu'on appelle le carry-over, c'est les contaminations croisées, il faut maîtriser la conception de votre automate. Ces automates-là, ils avaient un défaut, c'est qu'ils pipent l'échantillon, après ils pipent le réactif. Ce qui fait quand il y a eu le pipetage de l'échantillon, ce qu'il y a eu, il y a eu un mauvais lavage, j'ai eu de la troponine qui est restée dans le réactif. Et c'est pour ça quand on l'a mis après 24 heures, j'ai eu un seuil très important. Je pipe des troponines et je pipe même des complexes humains, wajdin. Directement, je fais le signal. Vous voyez, ça c'est très important. Je l'ai mis pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup sur carry-over en biochimie, calcium, acide urique, trinder et tout, mais en hormonaux, on oublie carrément. C'est très important de le maîtriser, votre carry-over. Vous voyez? Parce qu'après le nom de la troponine, à chaque fois je pipe, il n'y a plus de troponine à l'intérieur du réactif. Là, s'il est contaminé, ça à chaque fois je prends. Regardez les anticorps seuls. Vous voyez? Parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que quand il y a l'antigène, l'anticorps, ça va se précipiter. Professeur Ali, malheureusement, on m'a attribué le mauvais rôle. On me semble de... Enfin, ouais. Ici, je rajoute pas qu'un seul mot, c'est que le phénomène de carry-over, il est très fréquent en bêta-CG, mes amis. En marqueur tumoraux,
et à TSH. Voilà. Et j'ai rajouté une simple conclusion. La dernière conclusion, je vous laisse à vous de la lire. Merci. يعطيك الصحة.